Bonjour à tous. Alors, on est là pour une nouvelle vidéo. Par rapport à la dernière fois, le S&P ici avait tapé dans des zones de demande. Et du coup, ici, il y a énormément de vendeurs qui sont arrivés après les annonces de Donald Trump qui ont surpris tout le monde. Et ce qui fait chuter d'un coup, vite et loin les marchés, c'est toujours l'inattendu. Et du coup, bah là, il y a eu de l'inattendu et ça a amené énormément de vendeurs sur les marchés. Si ces nouvelles n'étaient pas arrivées, les marchés auraient certainement continué de monter. Mais là, c'était un événement inattendu. Du coup, il y a eu énormément de vendeurs qui sont arrivés. Donc, là, j'ai regardé parce que les marchés sont tombés très vite, très loin, de plusieurs pourcentages par jour sur plusieurs jours. Et là, on est sur un graphique hebdomadaire et on peut voir en 2022, il y a eu la chute entre le haut du début, avant le début au début de la chute de 2022, c'était le 3, début janvier 2022, jusqu'en octobre, ici, il y avait eu une chute de 27,17% de tout en haut jusque tout en bas. Pour le Covid, on peut voir aussi que, alors là, je compare des événements où il y a eu des chutes de marché assez significatives, temporaires, mais quand même qui ont eu lieu et qui ont permis de d'obtenir de très très belles entrées sur les marchés financiers. À la période du Covid, c'était tombé de 35%, 35,80, 36%. 2022, 27,17%. Et là, on peut voir que ici, tout là, il n'y a pas vrai, il y avait pas, à part en haut ici, si ça avait continué de monter, mais après, il n'y avait plus vraiment d'acheteurs. Là, on a tapé dans une zone d'achat ici, parce que c'était, là, il y avait eu la cassure ici. Là, c'était monté jusque là. Le fait que ça n'a pas pu aller plus haut, parce qu'évidemment qu'une seule chose a pu se passer, c'est qu'il y avait juste pas assez d'acheteurs, beaucoup trop de vendeurs, donc il y avait un gros déséquilibre. Les marchés ont tombé jusqu'à ce qu'ils aient atteint un point où il y a eu un déséquilibre dans l'autre sens, plus assez de vendeurs et beaucoup trop d'acheteurs, et ils sont montés, et depuis octobre 2022, les marchés sont passés, le S&P est passé de 3500 à 6000, 6000, grosso modo 6200, 6150. Donc là, on peut voir que il y a de fortes chances, parce que ici, là c'est un graphique hebdomadaire, mais la chute qui s'est passée ici a généré, en fait, nous a montré qu'il y avait un gros déséquilibre d'acheteurs à vendeurs. Beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et donc là, on peut imaginer que les marchés peuvent rebondir, hein, parce que comme en 2022, il y a eu, même s'il y a eu une chute des marchés pendant un certain temps, pendant une période de presque un an, il y a eu quand même des rebonds. Vous voyez, des rebonds là, un autre rebond de là de 4100 à 4600, ensuite un autre ici de 3800 à 4200, un autre là de 3650 à environ 4300. Donc même s'il y a des chutes, les marchés ne tombent jamais en ligne droite et il y a des prises de profit, des short covering, ils s'appellent ça. Donc les gens qui sont short rachètent et donc du coup ça refait comme des squeezes vers le haut, enfin les prises de profit, etc. Donc du coup ça permet de re-rentrer au short pour les institutions. Et donc, ça tombe pas en ligne droite, mais ça tombe en escalier avant de retrouver une zone où il y a plus, où il y a un déséquilibre et plus d'acheteurs et plus assez de vendeurs. Et là, on peut voir ici, ça a tapé dans cette zone, mais on peut voir que là, il y a vraiment eu un gros déséquilibre et il y a de fortes chances que là, en remontant ici, que dans cette zone, voire un peu plus haut, peut-être par ici, on avait vu qu'il y avait un niveau par là qui paraissait pas être si significatif, mais maintenant, vu que c'est dans cette zone qui a
démarrer cette grosse chute vers le bas, il est plus significatif. Donc c'était dans ce niveau par là. Ici, il y a eu un niveau avec un gap qui a même pas été rempli. Et au-dessus, ici, il y en a un autre qui est, donc je vais le mettre, c'était ces niveaux là. Donc en fait, là, il y a quand même plusieurs niveaux. Ici, il y a eu la montée, plat et grosse chute vers le bas. Et à chaque fois que ça a essayé d'y retourner, ça n'a pas pu. Donc là, il y a un niveau. Et ensuite, donc ce niveau qui n'a pas pu être atteint par ce marché avant de tomber. Alors, plus facilement. Et là, voilà. Donc ces niveaux-là, ici. Et donc, en fait, on peut voir que là, il y a un... En fait, les marchés en remontant vont devoir passer à travers ça, ça, et plus ça monte dans les niveaux qui sont élevés, et plus les chances que ça retombe sont très élevées. Parce que là, ça monte, mais vous imaginez, la remontée, là, elle est de 4850, et hier, c'est remonté à 5500. C'est presque 1000 points en une journée. C'est assez impressionnant. Et non, c'était pas en une journée. Hier, c'est monté de 4940 à 5500. Voilà, bon, 600 points en une journée, c'est pas rien. Donc, en montant, plus on monte, plus on retourne vers des endroits où il y a plus de vendeurs. Et donc, tout ça nous dit que le déséquilibre ici, là, il y a un niveau. Qu'est-ce qui est mieux qu'un niveau? Deux niveaux. Qu'est-ce qui est mieux que deux niveaux de vente? Trois niveaux. Et là, on a quand même pas mal de niveaux de vente et on voit que la remontée est vraiment rapide et elle remonte dans des niveaux où on sait qu'à partir de là, il y a eu une grosse chute et une grosse chute nous montre un déséquilibre et donc les probabilités que les marchés redescendent sont assez élevées une fois que ça revient dans ces zones ici. Voilà, ça c'est pour le S&P 500. Moi, hier, j'étais sur une zone où je voulais acheter. C'était sur le Nasdaq, mais j'ai pas réussi à l'avoir. Elle était vraiment pas loin en dessous. En fait, euh, moi, je visais cette zone ici. Je vais mettre journalier, c'est plus simple à voir. En fait, les marchés sont tombés jusque-là et j'espérais que ça tombe jusqu'ici pour pouvoir racheter cette zone d'achat avec le gap. Et même là, on voit que ça a essayé d'y retourner, ça n'a pas pu. Donc, ça nous montre qu'il y avait beaucoup trop d'acheteurs. Et donc voilà, ça, bon, j'ai pas réussi à l'atteindre, mais il y a de fortes probabilités, fortes chances que en remontant, les marchés redescendent et aillent taper dans ces zones pour rebondir à nouveau. Et ensuite, on verra où est-ce que ça va. Et puis, s'il y a des chances que ça retourne dans les zones encore plus basses. En tout cas, sur le S&P, il y a des zones assez flagrantes là. Jusqu'ici, si et quand les marchés retombent ici, les chances que les marchés rebondissent sont assez élevées. Et donc on va voir, est-ce que ça va juste continuer de monter? Ici, il va y avoir un retournement. Voir, est-ce que ça va être un gros retournement ou vraiment, enfin je veux dire un petit retournement ou un gros retournement jusque-là. Si ça tape là-haut et que ça redescend, en remontant, voilà, il y a de fortes chances que les marchés se remettent à monter, du moins plus de chances que les marchés se remettent à monter que redescendent. On peut voir les autres marchés, le Russell 2000. Là, ici, on a toute cette zone ici qui nous montre que là, en fait, il y a pas de gros déséquilibre. Ça, c'est de la fair value. C'est vraiment les zones où les gens ont acheté beaucoup et ont acheté et vendu beaucoup. Et la zone vraiment significative d'achat, elle est en dessous de tout ça. Et là, dans cette zone, ça a tapé plusieurs fois. Donc, c'est pas une zone qui nous intéresserait forcément. Cette zone a été revisitée ici avec un énorme rebond. Voilà, on va voir ce qui, enfin, le Russell, il a pas vraiment une très très jolie configuration.
Voilà, mais en tout cas, les chances de rebond sont en dessous. Les plus grosses chances de rebond sont en dessous de ces plus bas ici. Là. Ensuite, il y a le Dow Jones. Le Dow Jones, on voit que ici, c'est en train de remonter vraiment dans cette zone de chute ici. Et donc, il y aurait de fortes chances qu'il y ait une redescente avant qu'il y ait une plus grande montée, je veux dire. Mais voilà. Là, en fait, faut pas paniquer. Tout ça, c'est juste des meilleures chances pour rentrer sur les marchés financiers à des meilleurs prix. Parce que c'est vrai qu'ils étaient assez élevés. Les price to earning ratio étaient au-dessus de 20, voire 30 pour certaines entreprises. Et donc, bah, ça fait comme des respirations. Le marché monte, mais le marché redescend. Et c'est sain d'avoir un marché qui redescend pour pouvoir monter plus haut progressivement plutôt qu'un marché qui n'arrête pas de monter et qui augmente le risque d'entrer sur les marchés. Donc ensuite on a le dollar qui pareil n'a pas arrêté de tomber ces derniers temps. Donc la chose qui est intéressante avec le dollar, c'est que il y a une tellement grosse demande du dollar mondialement, la demande sur le marché de l'euro-dollar est beaucoup plus élevée que la demande de la dette, enfin que l'offre de la dette américaine ou la demande dans son domestiquement. Et donc ça montre il y a une demande artificielle du dollar grâce au fait qu'ils aient du fait que le dollar soit la monnaie mondiale. Il y a une énorme demande pour cette monnaie parce que tout est tradé en dollars. Et quand le dollar monte, c'est pas bon du tout pour l'international parce que ça fait des crises de liquidité et souvent ça crée des événements où il y a besoin de vendre beaucoup de choses euh, juste pour pouvoir assouvir sa propre demande en dollars. Enfin, c'est comme si le monde était drogué au dollar. Donc, éventuellement, le dollar en descendant va remonter parce que la demande est trop élevée et voilà, c'est juste l'offre et la demande. Donc, voilà pour le dollar. Les taux d'intérêt à 10 ans, on peut voir que là, ils étaient bien retombés, ils sont bien remontés sur un graphique journalier. Voilà, c'est descendu. C'est allé un petit peu plus haut que là. On avait une zone de vente ici. Et c'est remonté un peu plus haut, mais là, même s'il remonte un peu, les taux d'intérêt devraient. Ça ne m'étonnerait pas que les taux d'intérêt retombent. Voilà, du coup, les taux d'intérêt en ce moment, quand ils tombent, c'est plus. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de croissance et pas beaucoup d'inflation. Donc en fait, ça peut être peu d'inflation peut être ce que veut les États-Unis et les investisseurs en général. Ils veulent pas une inflation au-dessus de 2%. Euh, mais là, en fait, ça montre plus qu'il y a une grosse chute dans la demande et plus un risque de récession. Vu que les gens sont sur la peur de la récession en ce moment avec tous les trucs, les tarifs et tout ça. Mais ça ne m'étonnera pas du tout que cette histoire de tarifs, qui est très négatif, au bout d'un moment se transforme dans les nouvelles comme quelque chose de positif aux États-Unis et ramène l'industrialisation et tout ce qu'il faut pour que les États-Unis redeviennent encore plus puissants avec une production, beaucoup d'entreprises qui relocalisent aux États-Unis et qui permettent aux États-Unis de se développer encore plus et qui ferait que les marchés remontent encore plus. Mais voilà, donc voilà, les chutes des marchés, c'est pas négatif, c'est positif pour rester dans un marché qui est sain et pas surévalué. Parce qu'un marché surévalué, si on a beaucoup d'argent dans les marchés surévalués, là le risque est beaucoup plus gros. Le risque maintenant, avec les marchés qui sont retombés et s'ils continuent de retomber, c'est plus la bonne technique si vous êtes sur les marchés et que vous achetez régulièrement des actions d'une entreprise ou alors sur un fonds indiciel, de faire du dollar cost average, c'est-à-dire acheter et si ça tombe plus bas, racheter et puis du coup on a une moyenne d'achat qui est de plus en plus basse et de plus en plus basse.
Et donc, après, il y a forcément un moment où ça remonte parce que les indices américains, du moins, et tout le même, enfin, mondiaux, sont designés pour monter. Si vous ne croyez pas cela, vous pouvez aller voir de quelle action ces indices boursiers sont composés et vous verrez qu'en les suivant, eh ben, un jour ou une semaine, Nvidia qui a le vent aux poupes va être son monte son le montant en pourcentage d'Nvidia dans l'indice va être plus élevé que Apple. Et puis une semaine ou un mois plus tard, ça va être l'inverse parce que Apple est plus performante au niveau de son prix de l'action que Nvidia. Pareil avec Microsoft, Google et tout ça. Les pourcentages de composition des indices sur les avec les différentes actions changent en fonction de quelle action est plus performante. Ensuite, il y a déjà ça. Ensuite, il y a des rentrées d'argent tous les mois via les banques d'investissement parce que les gens dans le monde entier, que ce soit les particuliers aux États-Unis avec leur 401k, leur compte d'investissement pour leur retraite qui sont investis en bourse, les assurances vie, les investissements passifs comme les ETF, etc., sont des investissements dans les entreprises. C'est des achats passifs que les gens, quand on achète dans le SPY par exemple, on achète les entreprises comme Apple, Nvidia et tout ça, mais pas directement. On les achète via un fonds ETF. Et donc, tous ces afflux d'argent mensuels font qu'il y a de plus en plus d'argent dans les indices boursiers, mois après mois après mois, année après année. Et voilà, puis ensuite, le pourcentage de chaque action varie en fonction de la performance de l'action. Donc les indices boursiers sont faits pour monter, et c'est pour ça que quelqu'un qui est un peu amateur dans le milieu, s'il voit une baisse des indices boursiers et qu'il achète, une fois qu'il y a une grosse baisse, on peut dire que essayer d'attraper un couteau qui tombe, c'est pas la bonne technique. Mais c'est plus on achète bas, moins le risque est élevé et plus le potentiel gain est élevé. Et donc, si ça tombe et il y a une énorme chute des marchés, 5-6%, on peut acheter. Si ça remonte et que ça redescend, il ne faut pas s'inquiéter. Si on fait sur du long terme, par exemple, si on est un peu amateur, Warren Buffett explique qu'un amateur ou quelqu'un qui s'y connaît pas trop devrait acheter des indices boursiers et puis juste laisser monter d'année en année. Et si ça tombe, faire du dollar cost average. Donc ça, c'est une technique qui est devenue assez connue. Hein. C'est-à-dire qu'on achète, si ça retombe, on rachète et on rachète et on rachète. Et puis il y a un moment, quand ça remonte, et c'est là qu'on encaisse des gros gains, les marchés montent. Et donc ça, on améliore notre moyenne d'achat, notre prix d'achat des indices. Donc bref, en tout cas, tout ça pour dire que les marchés, même s'ils tombent, c'est pas grave. On devrait espérer qu'ils tombent un peu plus bas. Il y a des très belles zones d'achat qui sont plus bas, que ce soit dans le S&P 500, Nasdaq, enfin tous ces indices se suivent pas mal. Et donc voilà, on va voir le ping-pong, ça va se jouer entre ces niveaux ici, ces niveaux-là. Donc ça peut faire un ping-pong entre ces niveaux. Et au milieu ici, il n'y a rien à faire parce que c'est la fair value, c'est l'endroit où c'est pas les extrêmes. Ici, c'est les extrêmes à l'achat pour pouvoir vendre. Ici, c'est les extrêmes à la vente pour pouvoir acheter si les marchés tombent ici. Donc voilà. Il y avait quelque chose d'autre assez intéressant. Je vais aller sur le site Finviz parce que on peut voir sur les futurs, sur le yen principalement, la monnaie du yen ici. On voit que alors attendez, je vais mettre sur le hebdomadaire. On voit ici ça. C'est le COT, Commitment of Traders. C'est les professionnels, les institutions, c'est la ligne verte, les petits traders, la ligne bleue, les gros traders, la ligne rouge. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la ligne verte. Et qui trade contre les institutions. Et là, on peut voir que le yen est en train de remonter, mais oh là là, tous ces pop-ups, c'est dingue. Ça. On peut voir que le yen ici, je vais pas m'en sortir.
vous voyez, les institutions financières, les grosses banques d'investissement, tout ça, sont assez justes sur les flux de la monnaie. On peut voir ici, ils vendent, le marché monte et ensuite il retombe. Ensuite, là, les marchés montent, pareil. À chaque fois, quand les institutions achètent sur la ligne verte et que le marché tombe, il y a un rebond. Et ici, pareil, ils étaient vendeurs, les marchés sont tombés. Ici, ils ont acheté un peu, bon, les marchés, mais ici, ils sont devenus extrêmement gros vendeurs sur le yen. Et on peut voir que les marchés sont en train de remonter dans ces zones où, à chaque fois, par là, la zone de vente, elle est là. Et à chaque fois que c'est remonté dans ces zones-là, le yen est retombé. Et donc là, on peut voir que le yen pourrait monter un peu plus haut, mais ensuite il retombera. Et quand il retombera, et ben ça sera quelque chose de très bon pour les actions, parce que ça concerne le carry trade. Et le carry trade, c'est les gens qui vendent et qui empruntent en yens au Japon avec des taux d'intérêt très bas et qui achètent ensuite les marchés internationaux et surtout américains avec des taux d'intérêt plus élevés. Parce que les Américains c'est le pays, je crois, qui a les taux d'intérêt le plus élevés en ce moment. Donc, depuis un certain temps, ils peuvent se le permettre. Ils ont le dollar, la monnaie mondiale. Donc, voilà. Donc, ça permet, ils vendent et ils empruntent des yens et ils vendent les obligations et puis les obligations à taux d'intérêt très bas pour acheter des obligations à taux d'intérêt plus élevé aux États-Unis et des actions, enfin investir sur différents marchés. Mais du coup, la différence fait que quand il y a des petits taux d'intérêt à rembourser et pour des plus gros retours aux États-Unis, ça fait la différence sur beaucoup d'argent. Ça rapporte, c'est un des trades qui rapporte beaucoup d'argent aux institutions. Et on peut voir qu'à chaque fois que le yen remonte trop, que les taux d'intérêt au Japon remontent, ça crée beaucoup de turbulences sur les marchés américains ou internationaux, surtout américains. Et là, on peut voir que le yen pourrait monter un peu plus haut, donc ça pourrait être un peu à court terme négatif pour les marchés américains. Mais ensuite, vu qu'il y a énormément de vendeurs, les institutions sont très 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 vendeuses ici, alors que le yen est en train de remonter. Ça nous montre que le yen, avec une forte, très très forte probabilité, retombera plus bas, peut-être pour aller casser ces niveaux ici et laisser vachement d'air et les investisseurs qui sont vendeurs du yen et acheteurs du dollar respirer et générer des plus gros profits encore, donc faire que les marchés remonteraient. Donc ça, c'est important parce que le marché du carry trade Japon à USD, il est monstrueux, il est énorme. C'est des dizaines et des dizaines de trilliards. Je ne sais pas combien c'est monstrueux. Et donc voilà, ça pourrait redonner une grosse relancée au marché et aux obligations américaines et tout ça. Donc à voir. Il n'y a rien qui est sûr, mais en tout cas, c'est une forte probabilité. Donc, à voir ce qui va se passer aujourd'hui. Et puis, on refera une autre vidéo pour voir, une fois que les marchés sont. Si les marchés remontent jusqu'ici, il y a des bonnes actions pour acheter des puts. Ou alors, s'ils redescendent par là, il y a des bonnes actions pour acheter des calls également. Donc, mais au milieu, c'est pas la zone où on doit faire grand chose. C'est aux extrêmes. Voilà. Donc voilà, je vous dis à plus tard et puis on se revoit pour une autre vidéo. Likez la vidéo si ça vous plaît, ou inscrivez-vous, abonnez-vous à la chaîne. Puis j'essaye de mettre du contenu assez régulièrement. Voilà, pour moi je fais ça pour m'amuser, mais après ça peut servir à des gens. Et puis laissez un commentaire si pour me dire ce que vous en pensez, et puis voir vos réflexions et tout ça. Donc bon, je vous dis à plus tard. Bonne journée, à plus.